Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter David Hurst, personal trainer et formateur dans le personal training. On a parlé de plein de choses passionnantes avec David, de son parcours en tant que personal trainer et de l'évolution du métier. On a parlé de la culture des pays anglo-saxons pour le personal training et également ce qui se fait aujourd'hui chez les Smiths en Nouvelle-Zélande. On a parlé de la prise en charge client quand on est coach, de comment démarrer dans le coaching si on part de zéro, de comment vendre quand on n'aime pas vendre et qu'on n'est pas forcément à l'aise avec la vente, de comment proposer ses prix et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec David Hurst. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir quelqu'un qu'on connaît beaucoup dans le personal training, David Hurst. Salut David. Salut Andy, comment ça va? Très bien, merci. Première petite question pour se chauffer, parce qu'on était parti là en off sur déjà des discussions intéressantes. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, je suis arrivé en France en 1998, donc enchanté, moi c'est David Hurst. Quand je suis arrivé en France, j'avais un cursus universitaire d'éducation physique, sciences sportives et un passé d'une part d'éducation physique à Londres et puis après j'ai basculé en personal trainer à Londres, là où entre 96 et 98, on était déjà une dizaine de personal trainers sur le plateau muscu-cardio training qui faisaient que du personal training à longueur de temps. En 96, 98, ça? 96 et 98 à Londres, dans l'équipe que j'intègre en quittant l'éducation nationale. J'enseignais le lancer de javelot et le saut en hauteur avec des enfants à l'école, dans les collèges et des lycées avant. Et après, je quitte ce monde-là pour devenir personal trainer dans un des clubs à Londres. Ok, alors ça ressemble à quoi le PT en 96-98 à Londres? C'est quoi le modèle? Ça ressemblait à quoi? Comment? À l'époque, c'était un modèle salarié qui se fait de moins en moins globalement dans le monde. On tend davantage vers les coachs indépendants qui paient un loyer. Mais à l'époque, c'était des coachs salariés, mais c'est une équipe, comment dirais-je, très motivée, très focalisée sur leurs clients déjà, avec des très bonnes notions de service client. Et de focus et de don de l'attention et de soi. Et, alors, j'aimerais avoir justement une question qui est importante pour moi, c'est pourquoi les anglo-saxons sont plus du coup déjà en avance sur ça? Qu'est-ce qui fait que, est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, par rapport à votre processus, peut-être au niveau de l'éducation, au niveau du cursus scolaire, pourquoi en fait, nous, ça a plus de difficultés à démarrer que les anglo-saxons, les Anglais, les Américains, les Australiens ou en Nouvelle-Zélande quand on avait été en Nouvelle-Zélande. Il y a quelque chose qui explique ça ou pas? C'est une excellente question et je pense que c'est multifactoriel. Il y a d'une part, je ne pense pas que ce soit une maladie, disons qu'il y a un part de problématiques français avec leur relation avec l'argent. Il y a un parti qui est spécifique au métier de remise en forme français, c'est-à-dire en clair qu'on retrouve moins ce problématique dans d'autres métiers, bel et bien en France. Si vous louez un bateau en France, ça coûte tant. Si vous louez un bateau plus un skipper, avec les main-d'œuvre supplémentaires, ça va coûter plus pour les main-d'œuvre du skipper. Le modèle du ski aussi. Le ski, ça a toujours, je pense. Voilà. Moi, je suis pas un skieur né, mais je pense que depuis tout temps, il y a des coachs, les coachs en ski, voilà. Voilà. Donc l'école de ski français, c'est l'exemple phare.
comme quoi, même en France, donc on outrepasse la culture française, ouais, les Français ne sont pas sportifs, les Français n'aiment pas le business, c'est faux. L'école de ski français, ils ont une organisation, une marketing, une communication, une cohérence de tenue pour que lorsque vous arrivez sur le piste de ski, tout le monde sait que les coachs de ski portent du rouge, ça les identifie, il y a des bannières, il y a des dossards pour les élèves, il y a une boutique en bas de piste avec une enseigne, il y a un site web et tout a une cohérence de charte graphique pour communiquer, pour expliquer et rendre le produit visible. Et ça, c'est un bon sens de business, de marketing et de process d'implantation, de proposition active du produit auprès du consommateur qui a manqué dans les clubs de fitness français. Tu as mentionné la Nouvelle-Zélande au passage, là où il y a 100 personal trainers dans un seul club. J'ai dit bien 100 personal trainers à temps plein qui payent leur loyer de $700 par mois dans un seul club. Alors, mettons, c'est un gros club, mais le ratio est dans les alentours d'un personal trainer par 100 adhérents dans le club. Donc, si on convertit ça en moyen club français, ça veut dire qu'un club moyenne de 1000 adhérents, on mettra en place 10 personal trainers à temps plein. C'est quand même des chiffres qui font rêver, mais c'est de l'ordre faisable sur Terre. Et ça n'arrive pas par la volonté du Saint-Esprit, parce que dans ce même club, quelques années auparavant, il n'y avait que 2 personal trainers dans ce très gros club, Les Mills World of Fitness à Auckland. Et le jour où Philippe Mills il a dit j'ai trop de clients qui s'entraînent tout seuls dans mon club, qui se démotivent, qui n'arrivent pas, je veux qu'il y ait un maximum d'accompagnement dans mon club. Donc, il n'a pas seulement Philippe Mills, il n'a pas seulement regardé la qualité de l'expérience client dans le produit des cours collectifs, mais il a regardé ça aussi dans le personal training. Et quand il voulait mettre en place un 3e personal trainer en place, les 2 premiers se sont râlés, ils ont dit mais celui-là, il va manger dans notre gamelle. Donc, c'est les mêmes réactions de ce qu'on a dans les clubs français quand il y a un personal trainer qui se fait concurrencer par un autre, qui commence à se plaindre. Et c'est tellement faux que l'autre, il va bouffer dans votre gamelle, parce que dans les mots de Ishmael Shane, auquel j'ai eu la chance de faire du mentoring avec pendant longtemps avec lui, qui accessoirement, Ishmael Shane, c'est le big boss de tous les personal trainers dans la chaîne Les Mills World of Fitness en Nouvelle-Zélande. Et il me dit un jour, mais David, si tu vas dans un club que tout le monde s'entraîne seul, qu'est-ce qui est normal? C'est normal de s'entraîner seul. Si tu vas dans un club là où il y a plein de personal trainers dans tous les coins, qu'est-ce qui est normal? C'est de s'entraîner avec un personal trainer. Donc, il y a une manière d'agencer l'offre produit et de proposer activement, dès que le client s'abonne, de part du commercial, de part du personal trainer, de part des instructeurs fitness, de proposer activement du personal training pour promouvoir le produit, comme on le fait pour tous les autres produits dans le club. Donc, on inscrit quelqu'un, on va lui proposer de faire les cours collectifs. On inscrit quelqu'un, on va lui montrer le sauna, le jacuzzi, le hammam. Si vous en avez, on va lui montrer les installations, on va lui expliquer qu'est-ce qu'il y a comme service dans le club. On va lui indiquer qu'il y a un bar avec du café, avec des protéines. On va en proposer, on va faire des relancements, on va faire de la promotion active, on va faire de la visibilité produit, on va faire du marketing. Donc, si tu veux, c'est plus une réflexion de business que de dire les Français ne sont pas sportifs, c'est différent en France, c'est différent dans mon pays, c'est différent dans ma ville. Et voilà. Donc, comment vous étiez formé du coup en 96-98? C'était quoi les cursus et tout? Comment vous alors, éduquez, vous, en tant que personal trainer, sur ça? la plupart des coachs, pas la totalité, mais la plupart des coachs qui étaient dans le club de fitness à Londres, en personal training, c'était des gens avec un cursus semblable au mien, qui était éducation physique, sciences sportives, accessoirement. Bon, mon université, c'est coté toujours comme l'université numéro 1 mondiale dans l'éducation physique et les sciences sportives, auprès des cotes de classement des universités, dans lequel je me permets de lancer un pic à certains, mais il n'y a pas une université française dans le top 100 du classement.
Mais bon, j'arrête de me gonfler les chevilles. Si tu veux, la plupart avaient ce genre de cursus. Quelques-uns avaient des cursus de formation d'école privée, qui se fait de plus en plus souvent maintenant parce qu'il y a peut-être moins de coachs avec un long cursus de bac+3, bac+4, comme moi j'y suis. Et il y a, Aujourd'hui, on réduit le processus de formation à… oui, Il faut essayer de faire le moins d'heures possible et d'avoir des compétences, mais c'est compliqué. disons qu'on est dans l'obligation de faire droit à l'essentiel. Parce qu'on on a des gens qui sont en situation aujourd'hui d'avoir une famille, des enfants, un travail. Tu as un mec qui est mécanicien, qui travaille pour nourrir ses gosses. Il ne peut pas s'arrêter pendant 3 ans pour aller à l'université, pour faire un cursus universitaire, pour commencer à travailler. Mhm. Donc, il a la possibilité de peut-être étudier à mi-temps pendant 3 mois ou 6 mois pour devenir personal trainer et faire un changement de carrière. Ouais, mais est-ce que tu ne crois pas que c'est les mettre en fait dans une situation où ils vont arriver avec un manque de connaissances et du coup, pour aujourd'hui, pour faire sa place, parce que là, bon, en 96-98, ou moi, quand j'ai commencé dans le coaching en France, c'était quand même alors, beaucoup plus simple, oui et non, parce que du coup, personne connaissait, mais bon, les compétences, je pense que voilà, il en fallait moins. Aujourd'hui, là où on tourne en 2022, euh, si tu n'as pas, si t'as pas des compétences solides et qu'il va falloir vendre des programmes, je sais pas, des accompagnements à 200 et plus par mois, voilà, de simples compétences, est-ce que ça suffit aujourd'hui? Ça, tu vois, c'est la question qu'on peut se poser, quoi. Alors, il y a différentes façons de voir la question. Si on n'a pas un grand cursus qui dure longtemps avec beaucoup d'études, on peut manquer de compétences si on veut traiter des préparations physiques dignes de préparer Usain Bolt, si on veut traiter des pathologies, si on a des cas très compliqués. Néanmoins, je trouve que peu de compétences, on peut en 3 mois, 6 mois, trouver les moyens avec des bonnes structures de formation qui permettent d'avoir le nécessaire pour aider les gens. Si vous êtes face à Mamie Ginette qui veut juste bouger ses fesses et se motiver et avoir quelqu'un qui est humain avec elle pour les motiver à perdre quelques kilos, à l'appeler pour qu'elle vienne plus souvent au club, pour les motiver pendant les exercices, ça peut s'apprendre assez rapidement, sans prendre de gros risques au niveau de la sécurité des exercices. Mhm. On peut apprendre quelqu'un dans ce temps-là des techniques de base d'entraînement avec des alignements, des exécutions. Donc, c'est pas risqué en soi. Et l'autre façon que j'ai tendance à voir ça, c'est que est-ce qu'on mise sur un gros paquet de formations en tout début de carrière, puis rien, donc pour que le coach reste sur ses lauriers d'un diplôme acquis il y a 20 ans, ou est-ce qu'on va plus se baser sur, OK, on met le coach en mouvement et on continue l'éducation tout au long de la vie. Mhm. Parce qu'on peut à terme faire en sorte qu'on a des meilleurs personal trainers qui sont ouverts s'ils sont dans un système là où ils retournent faire quelques stages de formation chaque année tout au long de leur carrière et continuent à rester ouverts et curieux à découvrir de nouvelles informations qui évoluent dans le temps. Aussi Pour ça, bien. quand on est son propre chef d'entreprise, on n'a pas le choix que de se renouveler, hein. Enfin, en tout cas, ou sinon, si tu restes sur tes acquis de 20 ans, quand tu es salarié, à la limite, tu peux t'en sortir parce que bah, voilà, tu as ton salaire et tout. Quand tu as ton propre business, qu'on soit coach indépendant ou qu'on ait un studio, une structure ou autre, si à un moment donné, il n'y a pas une remise à niveau des compétences, qu'elles soient techniques ou, je dirais, business de manière générale, bah, voilà, une entreprise est vouée à mourir, quoi. Ça, c'est une certitude. Ça dépend si on a des clients toujours. Mmh. Oui, C'est, mais il existe, malheureusement, je ne suis pas partisan du fait, mais il y a des coachs qui restent sur leurs acquis parce qu'ils ont toujours des clients. mmh. C'est triste peut-être. J'en ai vu des coachs qui, le niveau de service était très loin de ce que je n'espérais.
Je me souviens bien d'un coach sur Paris. Il mettait un client sur le leg press, un autre client sur le leg extension et lui-même sur le leg curl. Donc, il s'entraînait lui-même en même temps et il se faisait le tour des 3 machines pour faire, parce que lui, il avait envie de faire des jambes pour lui. Donc, mais le coach, il avait un bon carnet d'adresses de personnes avec plus d'argent que de bon sens à Paris. Oui, mais Et, ça, est-ce que c'est pas non plus l'exception du coup? j'espère. Parce J'espère. que bon, je me dis que, enfin, il y a quand même aujourd'hui, il faut Ouais. être assez clair là-dedans, il y a quand même beaucoup plus de coachs qui galèrent que de coachs à succès. Enfin, Oui, tout à fait. donc, C'est une exception, c'est sur Paris, c'est un mec qui a un très bon carnet d'adresses. Je pense que c'était son atout principal. C'était son carnet d'adresses qui lui permettait d'avoir des clients. Donc, et c'était malheureusement le coach qui gagnait le plus sa vie dans le club. et du Euh, coup, tu te souviens comment ça se passait? Du coup, tu disais qu'en Angleterre, les coachs, enfin les pitiés étaient salariés. Est-ce que du coup, il y avait une rémunération supplémentaire quand ils faisaient du personal training? Est-ce qu'ils avaient une double casquette comme on a pu avoir, nous, à l'époque, on faisait un peu de plateau, un peu de personal training, des cours collectifs. Ça fonctionnait comment chez vous à l'époque? on avait très peu de plateaux, quelques heures de plateau aux heures piques. Lorsqu'il y a beaucoup de monde et qu'il fallait serrer la main de tout le monde. Il y avait un intéressement aux ventes de personal training avec une petite commission parce que quand on prend une commission, on n'est plus en train de s'occuper de la majorité des adhérents, on est en train de s'occuper d'une seule personne. Donc là-dessus, il y a une question de modèle économique. Parce que le club il encaisse une certaine quantité d'argent, bah, on enlève les TVA, on enlève les charges sociales, patronales, etc. Et puis, qu'est-ce qui reste pour le coach? Bah, si, on ne peut pas considérer le salaire de base du coach comme acquis par les abonnements sur ces heures-là. Ça c'est une erreur qui existe toujours encore en gestion dans les modèles économiques sur certains clubs salariés encore aujourd'hui. Euh, de, de, donc, euh, à l'époque, on avait un petit intéressement. Ok. Sur ce, on avait quelques heures mais on était plutôt rempli la plupart du temps avec des heures de PT. Et c'était quoi les stratégies à l'époque, du coup, pour, je suppose que ça doit être à peu près les mêmes qu'aujourd'hui, parce que ça n'a pas changé, mais c'était quoi vos stratégies pour les transformer en clients PT? Um, on avait c'était pas aussi bien que je ne ferais aujourd'hui, hein, parce que j'ai passé beaucoup de temps de mise en question de Oui, comment c'est forcément. mental aujourd'hui, donc ça a beaucoup évolué. Donc, c'était pas si évolué que ça. On me proposait des bons vieux carnets de séances, 5 séances, 10 séances, des trucs comme ça. On avait des bilans des clients qu'on recevait pour faire un bilan plus programmation des clients, soit tous les 3 mois, soit lorsqu'ils venaient au club. Chose que très peu de clients refont un nouveau bilan, une nouvelle programmation. Donc, les questions que je me pose, c'est à quoi ça sert de faire un bilan et un programme s'il n'y a pas un deuxième, troisième, quatrième derrière, parce qu'au bout de quelques semaines, les exercices et le niveau des exercices devient obsolète. Donc, il y avait Mhm. très peu de gens qui refaisaient des programmes, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui suivaient du personal training à l'époque. Des process, il y avait pas mal il y avait une pratique qui est plus répandue dans les pays anglo-saxons, c'est de paramédicaliser l'approche, c'est-à-dire le PAR-Q, c'est Oui. PAR-Q, ce qui veut dire Physical Activity Readiness Questionnaire, questionnaire d'aptitude à reprendre en activité physique. Et ça, selon les normes de la CSM, le Collège américain de médecine du sport, dont les personal trainers dans tous les pays du monde entier, typiquement, ont tendance à prendre, par exemple, la tension artérielle de leurs clients. Donc, c'est relativement simple d'acheter une machine, mettre le truc sur le bras et appuyer sur le bouton pour parfaire de l'information du client et puis passer du temps à parler de ses bobos, ses blessures, ses petites douleurs, ses problèmes, s'il a des problèmes de cholestérol, etc. Donc, faire de l'analyse, on faisait de l'analyse assez détaillée à l'époque sur
sur le client pour ensuite le programmer. Et puis après, si le client voulait faire du personal training par la suite, c'était pas si affûté que ça en matière d'approche. Mmh. Euh, Oui, enfin, il y mais avait quand même, on va dire la base, quoi. Je veux dire, tu comprends la personne qui est en face de toi et à partir de l'analyse de la personne que tu as en face de toi, tu lui proposes un plan d'action quand même. Il y avait quand même les grandes structures. oui, en matière de programmation Ouais, technique, ouais. ok. Mais moins affûté que commercialement. Mais on était bon. Quand je dis on était bon, je me permets de qualifier la chose parce que j'ai rencontré le distributeur de Viper et de FitPro, Brent Halo à Londres il y a 2-3 ans de ça. Et lui, à l'époque, il y a 20 ans en arrière, dans le club là où j'étais personal trainer, il a utilisé ce club comme club pilote pour lancer le body pump parce qu'il distribuait les programmes Les Mills pour la Grande-Bretagne, l'Australie et 2-3 pays dans le monde. Mhm. Je lui ai posé des questions, n'ayant pas mis le pied à Londres pendant 20 ans. Donc, je lui dis, Brent, comment ça se passe aujourd'hui à Londres, le personal training? Parce que vous avez plein d'évolutions ces derniers temps, vous avez des nouvelles joujoux, tout le monde fait du CrossFit, des kettlebells, du Viper, du TRX, il y a l'évolution des entraînements dits fonctionnels, entre guillemets. Ça doit avoir poussé beaucoup le marché, non? Et il m'a dit, on fait David, non? Parce que les meilleurs personal training que j'ai vus, c'était avec des techniques très basiques, hein, avec des machines, des haltères et des barres, des entraînements classiques. Il m'a dit, David, le meilleur service que j'ai vu, c'était l'équipe que tu faisais partie il y a 20 ans. Je me dis, mais comment ça? Il y a tellement de choses qui sont évoluées depuis. C'est quoi le problème? Et j'ai dit, non, c'est une question de focus et de service client. Mhm. C'est quelqu'un d'attention personnelle, de communication avec des gens. Et on a eu une perdition de capacités et de compétences de communication interpersonnelle parce qu'on a, je ne sais pas si tu vas diffuser le vidéo, mais je fais un truc visuel pour le podcast, mais sur le téléphone portable, les gens ils passent leur vie tellement de temps à jouer avec le téléphone portable, c'est qu'ils ne savent plus communiquer avec des gens. Mhm. Donc, si tu veux… Mais euh, et surtout, le personal training est un bon personal trainer, c'est pas être un bon athlète en fait, hein. C'est là où des fois où on se trompe, c'est que certes, on doit être un bon rôle modèle, mais en aucun cas, c'est vrai que tous les outils, enfin, en tout cas, tous ceux que tu as parlé, mais on dirait, bon, on peut parler de yoga, de pilates, enfin, on va dire toutes les méthodologies pour aider les gens à être en meilleure santé. Ça, c'est juste, on va dire, euh, une partie, d'accord, de l'équation pour devenir un bon personal trainer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et je me remets encore dans cette situation au démarrage, moi, il y a 20 ans, quand j'ai découvert un peu cet univers-là, c'est qu'on n'avait pas trop de choix, entre guillemets. Il n'y avait pas encore tout l'entraînement fonctionnel, tout ce qui est… Donc, on faisait avec ce qu'on avait. Et 20 ans en arrière, c'était quoi? Il y avait les cours collectifs et il y avait de la musculation traditionnelle avec du cardio. Donc, on n'avait pas trop le choix en soi. Et aujourd'hui, si je me mets à la place des jeunes qui arrivent sur le marché, il y a, il y a une pléthore en fait de solutions que je pense aussi par où je commence, quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Du TRX, du kettle, du CrossFit, du yoga, du… ouais. Et en fait, je pense que ça aussi fait que les jeunes coachs sont perdus par rapport à tout ça. Je, je pense que tu as raison et d'autant plus ça nourrit lorsqu'il y a un manque de confiance pour se lancer. Il y a tellement de coachs que j'en discute avec aujourd'hui qui se disent ah oui mais je me sens pas confiant, je me sens pas crédible. Mais même si tu viens juste de sortir du BPGEPS, tu as suffisamment de compétences en matière de technique d'entraînement, d'anatomie, de physiologie pour entraîner 80% des clients dans le club qui veulent juste bouger les fesses un peu. Donc, C'est comme tu disais, Ginette, Ginette, elle en connaît forcément moins que toi sur la partie sport, nutrition, etc., quoi. elle ne recherche pas le programme du Saint Bolt. Elle veut qu'il y ait quelqu'un qui lui donne l'haltère et dit soulève-le maintenant. Mm, mm. Elle veut vraiment de la motivation et de l'attention humaine. Elle veut de l'accompagnement. Elle veut pas une… Alors, on peut lui programmer des choses, mais faire un programme équilibré, faire des muscles agonistes, antagonistes de tête aux pieds, bon, on peut le faire en quelques mouvements, quoi. C'est pas si compliqué pour dire ouais, je vais faire un programme équilibré pour que tous les muscles travaillent.
ça ne demande pas une technique extraordinaire. Donc, il y a beaucoup de manque de confiance, beaucoup de syndrome d'imposteur qui sont nourris par la course la course au nombre de techniques. Mhm. Et ça empêche beaucoup de coachs de se lancer, qui disent oui, mais je me sens pas confiant, je ne sais pas si j'ai les compétences nécessaires. Lancez-vous, lancez-vous. C'est vraiment, ouais. Et du coup, si on revient à ton histoire, qu'est-ce qui fait que tu traverses la Manche et tu arrives en France? Alors, c'est quoi Ouais. le Alors, processus? je rassure, je ne suis pas venu pour les impôts. Non, je suis venu, j'ai rencontré ma femme à Londres, donc elle m'a ramené dans ses valises. Donc, accessoirement, elle est militaire. Donc, ce qui fait en sorte que quand je suis arrivé en France, déjà, j'ai une choc culturel à avoir zéro personal training dans les clubs. Il n'y avait pas de culture d'implantation, il n'y avait pas de marketing, pas de proposition, il n'y avait pas de galerie des personal trainers avec un joli photo, avec un cursus écrit pour donner un historique derrière chaque coach. Hein. Ça en faisait partie de ce que je n'ai pas dit tout à l'heure à Londres. Hein. Il y avait déjà à l'époque la galerie des 10 personal trainers avec l'explication des passés sportifs et des diplômes et les intérêts personnels pour mettre un historique derrière chaque personal trainer pour aider les clients à choisir leur personal trainer. Et, euh, et donc, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien de proposition de produits quand je suis arrivé dans les clubs français. Et avec ma femme militaire, je dois déménager 8 fois en 10 ans. Mm. Donc je me retrouve déjà suite au premier déménagement pour venir en France. Je me retrouve avec zéro client. J'avais plein de clients à Londres et une salaire et boum, je suis à zéro client. OK? Et je redémarre et je développe une clientèle et puis je déménage et il n'y a pas de coaching en ligne à l'époque ou pas de Facebook ou d'Instagram. Boum, zéro. Comment tu te Redémarrage. sens à cette époque-là quand tu arrives la première fois, que tu vois qu'il n'y a pas de personal training? Est-ce que pour toi, tu te dis oh putain, je vais en chier? Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis waouh, c'est une super opportunité? Alors, en arrivant dans le pays, je partais à l'aventure. Donc c'était beau, hein, je me sentais comme Christophe Colomb qui montait sur son navire. Euh, C'était peu confortable parce que dans un premier temps, faute de ne pas avoir de clients en personal training et d'avoir des systèmes ou de propositions de produits dans ce genre, la première chose qu'on propose à faire, c'est des cours de step. Donc, n'étant pas très doué en mambo cha-cha, je fais ouais, comment je fais? Donc, il y a un peu Et là, de- c'était le moving de Melun où tu étais ou pas? Pas oh encore? là là, bien avant ça. J'ai fait le premier job, c'était le pire. C'était le gymnasium de Levallois-Perret, dont, alors pour ceux qui ne connaissent pas la politique de la chaîne Gymnasium, on avait toute une politique d'organisation de code couleur et de pratiques commerciales qui était qu'il ne fallait surtout pas que les clients viennent dans le club. L'objectif, c'était de vendre Les des abonnements de 5 ans? de 5 ans à crédit. Le pire, c'était à crédit. C'est-à-dire que le club, le manager de club, il prenait tout l'argent des 5 ans d'emblée et dans un an, il fermait le club pour partir avec la caisse. Ouais, on m'a expliqué, moi, Et je les suis adhérents, arrivé juste après, je crois, cette période-là. Ouais. voilà, voilà. Donc, les années sombres, c'était juste après parce que c'était ce genre de pratique qui a procuré une très mauvaise image pour le fitness en France et tous les clubs français étaient interdits bancaires d'office parce que le fitness, c'était liste noire pour les banques. Donc tout l'idée, c'était vraiment d'arnaquer le client, quoi. C'était la politique commerciale. Donc, ça fait ses dégâts. Mais moi, même à ce moment-là, je commençais à agencer parce que tout ce que je savais faire de mieux, c'était faire du personal training à l'époque. Et Et comment tu leur as expliqué au directeur de club, du coup, toi, tu arrivais de Londres, enfin, tu avais des clients, c'était quoi le discours et c'était quoi le, 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 on me le- regardait comme si j'avais un deuxième tête. Ok. Je lui dis, est-ce qu'on peut mettre en place des cours particuliers? Je vais, c'était pire. Je demande au manager de club, est-ce qu'on peut mettre en place des cours particuliers, genre les gens qui me payent pour que je m'occupe que d'eux pendant 1 heure? Et le mec, il fait,
Euh, Attends, je vais demander à mon boss, mais qui ne savait pas quoi dire. Ok. Et il demande, bon, il ne se passait rien. Donc Donc, ça, c'était quoi? C'était quoi, 2000? De- 98. Ah, 80. Ok, ok, ok. Je déménage en 98. Ok. La toute première chose que j'ai fait, c'était de faire un tour de 20 ou 40 clubs en Île-de-France pour visiter tous les clubs, savoir ce qui se passe. Et j'allais jusqu'à trouver la boîte. Tu vois qu'il y avait des boîtes avec des programmes, avec des fiches en carton classées par ordre alphabétique, que les gens ils venaient trouver leur programme pour aller faire leur muscu. Euh, Et est-ce qu'il y avait un gros changement là, en 98 entre toi, ce que tu avais vécu à Londres et ce qui se passait réellement chez nous? c'est un choc total. Ah ouais? Je quittais un club à Londres avec 10 personal trainers qui faisaient que du personal training à longueur de journée à temps plein, pour arriver dans les clubs de fitness, là où il y avait des bilans, des programmes, des cours collectifs, mais il n'y avait surtout pas de personal training. Il y avait zéro vente dans tous les clubs français, zéro vente, vente annexe de personal training. Donc, il n'y avait rien, personne ne parlait de ça. Et même quand je proposais, on avance quelques années, quelques déménagements plus loin, je demande aux équipes commerciales de proposer du personal training ou de me présenter les prospects à l'abonnement. C'était non, 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 surtout pas, je vais rater ma vente d'abonnement. Attends, vous avez un prospect et vous ne voulez pas qu'il y ait un échange humain avec le prospect. Hmm. Voilà, il y avait vraiment de très gros réticences, des résistances au changement qui part dans l'inconnu et tout ce qu'on sait. Et tu te souviens combien il t'a fallu le temps pour vendre ta première séance ou ton premier carnet de séance en PT? Pas longtemps parce que j'ai fait dans le premier club. Donc, Ouais. c'est question de rencontrer les gens et dire bonjour et s'intéresser aux gens euh, et Donc, il y avait proposer. un marché. Depuis toujours. Depuis toujours. Il y a un marché entre 96 et 98, quand j'étais à Londres, il y avait un marché. Ce n'est pas les 22 miles de l'eau qui se passe entre les deux qui faisaient en sorte qu'il y avait un marché dans. Ça, c'était le début de la réflexion. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça marche là et que ça ne marche pas ici? Et ce n'était rien à voir avec, en faisant l'analyse sur le marché, c'était rien à voir avec les Français ne sont pas sportifs, c'est différent dans ma ville, on n'est pas très business, on n'aime pas l'argent en France, c'était rien à voir avec ça. C'était comment est-ce qu'on propose le produit. Ouais. Bah, déjà, la connaissance du produit. Parce que Ça existe. ouais. Ouais. Ouais, donc je me mettais à bricoler des affiches, faisais des imprimés. Donc, tu as eu la liberté quand même de lancer ton truc, quoi. C'est déjà bien. Ou tu l'as fait discrètement? Non, je ne l'ai pas fait en discretos. J'ai tenté d'être carte blanche avec les managers de club. J'ai dit, écoute, ça ne me plaît pas trop faire que du mambo cha-cha. Ce que je veux faire, c'est coacher les gens en particulier et qu'ils payent pour l'heure. OK, bon, donc, bon, il y en a qui croyaient, il y en a qui ne croyaient pas du tout, mais je me suis mis à le faire de toute façon. Euh, Quelles sont les plus grosses problématiques que tu as rencontrées dans les clubs où tu es passé? Euh, Grosse problématique. Il n'y a pas de problématique avec les clients. Il y a que des freins qu'on se met nous-mêmes. Parce que, De toute outre façon, pour moi, la difficulté à lancer du personal training, comme tu le dis, c'est pas les consommateurs qu'il y a partout. Il y a de plus en plus de gens qui sont en mauvaise santé, qui sont obèses, qui sont stressés, encore plus avec ce qu'on a vécu là depuis 2 ans. Donc, ce n'est pas eux, entre guillemets, le problème, c'est notre écosystème, quoi. Ouais. Les plus grandes difficultés, c'est que, alors, je compatis avec un manager de club qu'on lui propose de mettre en place un nouveau produit dans son club qui n'a pas encore activé pleinement. Il y a quelques cas particuliers par-ci, par-là qui sont arrivés par manque d'offres, mais c'est déstabilisant pour un manager de club quand il a des opérations, il y a des choses qu'il sait faire. Il sait lancer un énième concept de cours collectif, mais lancer du personal training, c'est du nouveau. C'est comment je fais, comment j'explique aux adhérents, quel prix, quel modèle économique, comment je découpe le gâteau entre les coachs
et le manager du club, qui c'est qui gagne quoi, comment est-ce que je promotionne ça, comment est-ce que je gère mes ressources humaines actuelles qui vont voir d'un œil de jalousie les uns et les autres. S'il y a un prof de plateau, comment est-ce que lui va voir cette évolution de ce nouveau produit, comment est-ce que les commerciaux qui doivent vendre l'abonnement, c'est la perception des uns et des autres et d'animer cette discussion qui était à l'époque était probablement le plus problématique. Mhm. Il est nécessaire que quand on a des ressources humaines déjà dans le club, si on va mettre en place une équipe de personal trainers indépendants, il faut que l'équipe salariée du club, il faut qu'on en discute avant de le mettre en place, il faut qu'on discute avec eux. On leur dit, écoute, on a un projet de mettre en place un service de personal training parce qu'on n'a pas assez de main-d'œuvre pour s'en occuper de tous les adhérents et il y a beaucoup de marché à faire là-dessus et ça peut motiver beaucoup de gens et fidéliser des gens à l'abonnement et on peut faire des achats supplémentaires, générer d'autres revenus et générer aussi des emplois pour les coachs. Nous, on veut mettre ça en place. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous voulez faire partie de cette aventure ou est-ce que vous êtes content avec votre salariat? Mhm. Donc, l'idée, ce serait d'éviter de nourrir des jalousies entre les uns et les autres en donnant ces premiers l'occasion d'être ces deuxièmes. S'ils ont la possibilité en amont, si on leur propose la possibilité de devenir personal trainer dans le club et de développer cette activité aussi bien que les autres, ils ne pourraient pas avoir de jalousie si quelqu'un d'autre, si vous refusez en tant que salarié, non, je ne veux pas faire ça, je veux rester sur mon salaire. OK, super. Et quand je mets en place, dans 3 mois, je fais une opération de recrutement, je mets en place une équipe de personal trainer indépendants, vous ne pourrez donc pas être jaloux de ce fait qu'il y a d'autres personnes qui gagnent plus que vous parce Mhm. que vous avez eu l'opportunité de le faire. Mhm. Voilà, donc voilà, je pense que c'est déjà passé par les étapes de processus d'implantation et de consultation avec des ressources humaines. D'autant plus aujourd'hui, les managers doivent travailler avec une génération Y qui aime bien qu'on les consulte parce Mhm. qu'ils ont leur vision, leur façon de voir le monde qui n'est peut-être pas le même que le manager de club qui est issu du génération X ou Avant, ouais. ou même encore de génération W. Euh, donc, voilà, l'échange et les discussions avec les ressources humaines, ils ont leur façon de voir le management du club et le management moderne se doit d'être plus en consultation avec les uns et les autres qu'il y a 40 ans en arrière, si le manager d'une chaîne de production de voitures, il disait aujourd'hui les voitures, on va les peindre en vert. Bon, il donnait des pots de peinture verte aux ouvriers. Les ouvriers, ils n'avaient pas le choix, ils devaient peindre vert. Mhm. Voilà, avant, c'était des ordres, maintenant, c'est de la négociation. Yes. Et en préparant cette interview, je me suis rappelé la première fois où je t'ai rencontré, c'était du coup dans ce fameux Moving à Melun. Comment tu es Ouais. arrivé du coup à commencer à faire connaître un petit peu ou à développer toi le personnel training pour toi, à la création de formation? Ça s'est fait comment ça? Disons qu'au bout de quelques années, à avoir faire des déménagements et des mises en place de process, des systèmes dans ces 8 déménagements différents avec les clubs différents, etc., euh, la réflexion était, OK, moi, je peux que m'en occuper peut-être d'une vingtaine de clients par semaine en personal training. Néanmoins, si j'arrive à former une équipe de coachs, je peux mettre en place peut-être une dizaine de coachs dans un club qui peut ensuite s'en occuper d'une vingtaine de clients chacun. Tiens, je peux faire bouger plus de personnes. Donc, la réflexion est venue de là parce que ce qui me fait lever chaque matin, c'est de rendre les gens en bonne santé pour qu'il y ait moins de pontage coronarienne, qu'il y ait moins de cancer, qu'il y ait moins de tension artérielle, de cholestérol, toute la catastrophe sanitaire qu'on cultive depuis 40-50 ans. Donc, c'est de me battre contre ça. Et je ne peux pas faire ça tout seul. Donc, si je peux recruter plus de personnes ou faire plus de formations avec des coachs, ça va aider les coachs à faire leur vente de séances de coaching et ensuite à motiver les gens. Parce que tout simplement avoir des meilleures techniques d'entraînement du monde, ça
sert à pas grand-chose si on n'a pas de clients qui payent pour le plaisir. On peut pas les dispenser de façon bénévole ou en crève de faim, quoi. Donc, la réflexion a été ça, c'est de commencer à faire des séminaires. Donc, en 2002, je commence à faire des séminaires sur le sujet. Je commence à gratter 2-3 informations de gauche à droite, à me faire progressivement avec des années des mentorings de création et de processus de formation. Voilà, force de faire des séminaires de gauche à droite sur le sujet. J'avais démarré même le premier magazine emailing s'appelait PT News à l'époque. Et donc, j'essayais d'informer les gens de ce qu'on pouvait faire en personal training dans les clubs parce que ça manquait, etc. Et voilà, donc à un moment donné, j'avais cultivé un sorte déjà un début de following. Donc, il y avait déjà des relations développées avec des managers de clubs. Et j'étais dans un club parisien pendant un certain temps. J'avais le manager du club Moving, Melun, il venait parce qu'il voulait développer. Il avait écouté un petit peu ce que j'avais dit et puis il voulait développer du personal training dans son club. Il a commencé à bricoler avec ça et il faisait Melun-Paris pour faire du cours particulier avec moi dans un club parisien. Donc, ensuite, au bout de quelques années, au bout de 2 ans dans ce club-là, le directeur du club à Paris, il s'était fâché avec le manager du club de Melun parce qu'il est venu avec un de ses coachs, il voulait qu'il filme la séance de personal training que je faisais avec lui dans le club. Le manager du club parisien est venu dans le club à ce moment-là et il s'est fâché, il dit non, tu ne peux pas filmer dans le club, etc. Donc, du coup, il vire le manager du club Moving Melun de son club et moi avec. Donc, le lendemain matin, le club de Moving de Melun, il me dit, David, je veux que tu sois mon personal training manager. Je veux que tu implantes les services, le process, le marketing, recruter les coachs, les mettre en place, organiser la facturation, les loyers pour qu'il y ait un produit qui bouge dans le club, faire le suivi des performances commerciales, suivre les datas importants qu'il fallait suivre à ce moment-là, c'est deux taux de conversion, c'est les nouveaux adhérents qui arrivent dans le club. Quel est le taux de conversion pour ceux qui essayent avec un personal trainer ou qui passent des rendez-vous, qui rencontrent un personal trainer, et quel est le taux de conversion de ces derniers qui continuent à acheter des blocs de séances par la suite. Donc, ça, c'était nos 2 premiers KPI dans lesquels on faisait du 70%, on était dans les 70% des nouveaux adhérents du club fréquentaient 2 séances de personal training à l'époque. Payés avec un prix d'appel pour les faire essayer le produit. Et on faisait peut-être dans les 50% de taux de conversion sans avoir vraiment des très belles process commerciales encore. Et c'était juste faire des séances et dire est-ce que tu veux continuer, ben voilà, ça coûte tant. C'était pas très affûté comme processus commercial encore. Il me fallait encore plus de mentoring et de formation pour apprendre ces choses-là. Mais voilà, ça c'est comment on est arrivé à mettre en place ce process. Déjà, à suivre les statistiques et les indicateurs de performance de l'équipe. Donc, même si c'est avec les coachs indépendants, il faut préciser qu'il faut piloter les ventes. Et ça demande un personal training manager de faire ça. Donc pratiquement tous les clubs en Angleterre, ils ont tous quelqu'un, soit le manager du club, soit il embauche, soit si c'est un petit club et c'est le manager du club qui fait des actes de personal training management, soit il embauche un personal training manager pour faire pour chapeauter les opérations commerciales des personal trainers. Ok. Et du coup, avec toute l'expérience que tu as emmagasinée pendant toutes ces années, imaginons qu'aujourd'hui, je démarre de zéro. Je te demande, voilà, j'aimerais me lancer en tant que personal trainer dans un club. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Quelles sont les actions les plus importantes
pour, Ok. pour avoir du succès rapidement dans un club. Donc, tu as déjà tu viens d'avoir Ouais, ton ouais, diplôme. ouais, j'ai mon diplôme. Ok, Voilà. très bien. Je suis en ordre. Maintenant, voilà, j'ai envie d'apprendre, mais puis j'ai envie de développer une carrière dans le personal training. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce jeune-là? Alors, la première chose que je dirais, c'est d'éviter de courir de gauche à droite, de proposer du domicile, même si faire du domicile, c'est très honorable. Le modèle économique, gare au modèle économique de courir de gauche à droite, à brûler du carburant sur la route et passer du temps dans la voiture sur laquelle vous n'êtes pas payé. La prospection est très lente. Donc, pour faire du domicile, à moins que vous aviez un super carnet d'adresses, vous habitez en plein cœur de Paris et que vous avez tout le monde à portée de 5 minutes de métro. Mais pour la plupart des coachs, courir de gauche à droite, il y a quelques problèmes de temps perdu de modèle économique. Sauf si vous facturez très cher. Donc, si vous facturez du 90, du 100 euros de l'heure, OK, ça vous permet d'amortir les déplacements et les temps perdus. Si vous voulez démarrer rapidement, je dirais, faites-le dans un club de fitness. Vous devez bâtir une entente, soit avec un manager du club, soit avec un head trainer qui organise le personal training dans le club. Euh, avoir une entente qui a une visibilité de produit, ce que j'appelle la prescription et description du produit dans le club, c'est-à-dire que les commerciaux ou la personne à l'accueil du club sait ce que c'est du personal training, sait comment l'expliquer et donner envie aux clients de prendre un rendez-vous avec vous. Donc, c'est de mettre en place des processus, donc sur les 5 grandes processus de prospection. Numéro 1, c'est le onboarding. Donc, c'est comment on peut prendre les nouveaux clients, les expliquer à quoi ça sert d'acheter en supplément à l'abonnement. Et pour comprendre ça, il est nécessaire d'expliquer qu'est-ce qui est compris dans l'abonnement, qu'est-ce qui est en supplément à l'abonnement et ce pourquoi c'est intéressant en termes spécifiques pour ce client de consommer un petit peu de ceci et lui proposer activement un rendez-vous avec le coach pour parler d'un projet d'amélioration de soi avec le coach. Mhm. Voilà. Donc, la suite, c'est de travailler sur les 4 autres processus de prospection. Autrement dit, se former en commercial. Si vous avez un diplôme, les peu de connaissances, ou même si vous avez des bonnes connaissances en muscu, cardio, technique d'entraînement, c'est largement suffisant pour faire nourrir beaucoup, beaucoup de clients. C'est pas c'est pas là où se trouve le gros manque à gagner. Le gros manque à gagner aujourd'hui, ce sont des compétences commerciales. Donc, les compétences commerciales, les communications interpersonnelles et de structurer un projet avec un client, de fixer des rendez-vous avec des prospects fortement qualifiés, c'est-à-dire les personnes qui viennent en connaissance de cause, sachant qu'on va parler d'un projet d'amélioration de soi et que la réunion va finir par parler d'argent. Mhm. Alors Euh, moi, j'ai peur de demander de l'argent. Je suis quelqu'un d'assez introverti. oui, Bon, en vente, j'y connais pas grand-chose. ouais. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil? Alors, la première chose, ce n'est pas génétique, ce n'est pas fatal. Moi aussi, au début de métier, j'avais peur de parler d'argent avec les gens. J'ai une nature à ne pas aimer parler d'argent avec les gens. Donc, ça peut surprendre quelques-uns, mais je pense que c'est probablement ce qui me fait mes forces en formation commerciale, c'est que je viens de là où vient le coach de base qui sort de l'école, qui ne sait pas parler d'argent. Ben, moi, j'étais ce coach. Donc, la première chose, si vous avez un problème pour parler d'argent, il faut que vous structurez vos approches du rendez-vous commercial. Il faut que vous puissiez détailler les étapes que vous passez. Il y a 5 grandes étapes dans un rendez-vous commercial avec quelqu'un. C'est numéro 1, contact initial, bâtir un rapport, faire ami avec la personne pour que la personne se détende avec vous et qu'il se développe une relation parce qu'on n'achète pas de coaching auprès des gens qu'on n'aime pas. Donc déjà, c'est se faire aimer. Donc, ça demande un peu de travail de communication interpersonnelle, mais ça se fait assez rapidement. Numéro 2, étude des besoins et poser des bons structurer l'ordre des questions à poser dans le bon ordre pour aider la personne à s'exprimer, tout simplement parce que les mots précèdent la pensée. C'est-à-dire, la plupart des gens pensent que les gens réfléchissent d'abord, ils s'expriment après. C'est pas vrai. Les gens parlent
Et une fois qu'ils ont parlé, ils se rendent compte de ce qu'ils viennent de dire. Donc, Un peu comme dans la vente, on dit c'est d'abord émotionnel avant rationnel. C'est un peu le même principe, quoi. ouais, il faut aider les gens à s'exprimer. Mm, mm. C'est aussi bien, moi je peux bifurquer sur la liberté d'expression qu'on est en train de perdre sur les réseaux en ce moment, mais la liberté d'expression est capitale pour pouvoir penser. Donc si vous ne voulez pas que les gens pensent, bah, empêche-les de parler. Mhm. Donc, mais c'est pas ce qu'on veut. On veut aider les gens à réfléchir en quoi c'est important pour eux de changer de vie. Donc si les gens peuvent exprimer en quoi c'est important pour eux et qu'est-ce que ça va changer pour eux à l'extérieur du club, ça permet d'agrandir ce qu'on appelle la valeur perçue et les gens peuvent se permettre d'investir un plus grand budget. Et on se trouve aujourd'hui, même à l'époque, même en 98, on avait des gens qui râlaient pour payer leurs 30 ou 40 balles par mois pour s'inscrire dans le club. C'était difficile de les convaincre. Et genre, une semaine plus tard, lorsqu'ils avaient fait un peu de séance avec le personal trainer, s'il y avait une bonne relation qui s'est installée avec le personal trainer, le client, il laissait 3, 4, 5 000 balles pour un package de personal training. C'était pas gênant, quoi. Donc Comment tu me dirais OK, je vais essayer de creuser les besoins de la personne, mais souvent la personne, quand je lui demande quels sont vos objectifs, elle me dit bah, je sais pas, j'ai envie d'être en forme. Comment tu fais pour aller chercher plus loin? on a déjà les trois cannes à pêche pour faire une sorte de prompteur pour la personne. Donc, qui s'appelle Forme, Apparence et Santé. Donc, OK, donc déjà, on lui explique, voilà, on va lui expliquer la structure du rendez-vous pour que les clients sait pourquoi est-ce qu'on est en train de lui poser un tas de questions. OK, pour qu'il se détende vis-à-vis de ça, pour qu'il sait où est-ce qu'il va. Et à ce moment-là, on rentre dans le vif du sujet. OK, très bien. Donc, Andy, qu'est-ce que vous voulez améliorer au niveau de votre forme? Je laisse un petit blanc, je les laisse. S'il ne me dit rien, au niveau de votre énergie, le fatigue, le stress, le sommeil, je ralentis le débit de voix et je lui fais des petits prompteurs et il va trouver un mot qui va toucher un corde sensible. Mhm. Ah oui, oui, le stress. Parce que moi, je suis un stressé de la vie, j'ai trop de choses à faire, je cours après les enfants, ils ne veulent pas faire des trucs, et puisque je suis stressé, je finis par frapper mes enfants, et mes enfants, ils pleurent, et ça va encore plus lent, et puis j'arrive en retard au travail, et puis je vais me faire engueuler par mon patron, et puis je n'arrive pas à avoir une promotion, donc je suis toujours pauvre, et puis je n'arrive pas à avoir une augmentation au travail, et ça m'emmerde, j'ai besoin d'évacuer le stress et de mieux. Tu vois, donc on va donner des petits mots-clés, des petits Bah, prompteurs. c'est le bon questionnement qui va permettre justement de déboucher sur les mots importants qui vont nous permettre de nous servir après sur la vente. Donc il faut scripter tout ça. Donc, on a tout le détail. Aujourd'hui, on travaille sur un script de rendez-vous commercial de 30 minutes qui permet déjà au personal trainer, ça détend le personal trainer vis-à-vis le problème d'argent parce qu'on a déjà scripté tout ce qu'il va dire. Mhm. Okay, alors, ce n'est pas pour robotiser le coach, c'est pour détendre le coach pour qu'il puisse être davantage naturel parce qu'il sait où est-ce qu'il va, il sait comment ça va se construire la discussion. Et quand on arrive à faire ça, on arrive à le scripter, on fait des jeux de rôle. Si on quitte le script, ce n'est pas grave parce que là, on est en train d'échanger sur les besoins de la personne, on est en train d'être humain, mais on peut revenir et retrouver le script quelques temps plus tard et retrouver le fil conducteur qui permet déjà au coach d'être détendu et de aider le client à trouver ce qui est important à changer pour lui. Et Donc, comment tu fais pour dédramatiser du coup? Parce que le processus, bon, l'analyse des besoins, l'apport de la solution, ça va. C'est souvent la présentation des prix. Est-ce que tu as un petit tips à nous partager, un petit truc pour les coachs sur ça? ce qu'on fait en formation, on inverse on inverse le processus que font la plupart des coachs. C'est-à-dire, la plupart des coachs, quand ils arrivent sur les prix, ils sont en train de présenter les prix qui sont en fonction de leur grille de tarifs, en fonction de ce qu'ils ont envie de vendre, en fonction de je vends le pack de 10 séances, de 20 séances, etc. Et là, on est arbitrairement sur un prix qui peut être plus ou moins
que le client peut mettre. Alors, si c'est plus que le client peut mettre, on va nourrir des objections. Il va dire c'est trop cher. Si c'est moins que le client peut mettre, eh bien, c'est dommage parce que vous laissez de l'argent sur la table. Donc, dans les deux cas, c'est problématique. Donc, il ne faut pas que le prix vienne du coach. Il faut que le prix vienne du client. Donc, on établit le budget avec le client de ce que lui, il peut mettre. Et nous, on s'adapte en fonction de lui. Donc, ce qui fait en sorte que… Tu peux lui poser la question, combien vous seriez prêt à mettre par mois pour votre santé ou pour atteindre cet objectif-là, c'est ça? Un truc comme ça? On est dans ce genre d'ordre avec quelques adaptations de langage pour rendre le langage spécifique ce que le client lui a demandé. Lorsqu'on lui a sorti les 3 cannes à pêche forme apparence santé, quand on lui a fait travailler, parce qu'on a un bon creusement de valeurs qui précèdent cet acte-là, et des ascenseurs émotionnels qu'on fait travailler avec. Bon, ça prend un petit peu de temps. On a 10 minutes de discussion qui précèdent cet acte. Et pour chauffer les braises un petit peu. Et à ce moment-là, on peut se permettre de lui demander, OK, quel budget vous pourriez investir pour être sûr d'obtenir. Et là, on va piquer le mot le plus important, spécifique, c'est ce qui va changer dans la vie pour lui. D'où l'importance de connaître forcément ses besoins et pourquoi il est là aujourd'hui avec nous, quoi. Voilà. Donc si on met des choses dans le bon ordre, ça passe comme une lettre à la poste. Et la retour que je reçois des coachs aujourd'hui, j'ai des coachs qui m'appellent, qui m'envoient des messages. Déjà, c'est du genre les coachs qui avaient du mal à parler d'argent la semaine précédente, et la semaine d'après, il fait une vente de coaching pour 12 mois pour 4 800 €, et ça va quoi. Genre le lendemain de formation. Et il t'envoie les messages disant David, j'ai l'impression de jouer au PlayStation avec des cheat codes. C'est par rapport à ce qu'il faisait, parce que, mais c'est juste parce qu'il se mettait les bâtons dans les roues tout seul avant, parce qu'on n'abordait pas les choses dans le bon ordre. Et l'exemple qui vient plus souvent, l'exemple parallèle qui vient plus souvent au coach, c'est que si vous vous pointez dans un boutique de concessionnaire de voitures, vous n'y arrivez pas au hasard. 2, le concessionnaire va te poser 2-3 questions, dont quel type de voiture vous cherchez, étude des besoins. Il va te faire exprimer qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez une petite voiture pour se garer en centre-ville facilement, pour faire vos courses tout seul, ou est-ce que vous voulez un gros 4x4 pour aller à la montagne avec vos 3 enfants, votre femme, votre chien, tous les équipements de ski. Bon, ça me permet de dire quel type de voiture est-ce qu'on veut. Et après, il va poser quoi comme question, le concessionnaire? Demandez si vous avez un budget. Voilà. Donc, à un moment donné, il va te faire tester quand même. Il va te faire tester la voiture aussi. Oui, voilà. Donc le tester la voiture, c'est la présentation de la solution. OK. Et après, tu retournes dans la boutique du mec et puis il dit OK, bon, voyons quelles conditions. Bon, vous avez vu le prix qui est sur la voiture. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez besoin d'un crédit? Vous avez besoin que je vous offre la carte grise? Je vous fais graver les vitres en cas de vol de voiture, voilà, pour s'adapter en fonction de vos besoins. Mais il ne va pas vous présenter le concessionnaire de voiture. Bon, tu vas arriver avec un budget de peut-être 15 000, il va peut-être te vendre un truc à 17 ou 19 000. Il va te faire une extension de budget parce que tu as un coup de cœur sur une voiture. Mais ça va être dans la fourchette de budget que vous puissiez permettre. Il ne va pas te présenter le Ferrari qui coûte 350 000. Tu vois, si tu arrives avec un budget de 15 000 et il te présente un Ferrari à 350 000, non, c'est hors de budget. Donc, il va présenter la voiture qui correspond plus ou moins à votre budget. Donc ça c'est et quand on arrive là, on arrive à la fin d'un rendez-vous commercial avec un client et c'est le client qui dit au coach, OK, Andy, voilà ce que je veux, en quelques termes, il va dire, voilà ce que je veux, Andy, que tu t'occupes de moi pour 400 € par mois pendant 12 mois. Et ce que toi, tu vas lui présenter, OK, voilà, j'ai 2 formules. J'ai une formule de 480 par mois pour 6 mois et j'ai une formule de 400 par mois pour 12 mois. Lesquelles vous préférez? Et voilà, on va mettre en valeur celui qu'on a envie de vendre. Et le client, il va choisir
souvent celui qui est sur la droite parce qu'on gravite vers ça. Et en plus, il y a une petite flèche sur la feuille qu'on a dessinée qui dit prendre celui-là. Et voilà, on finit par présenter le produit qui est dans la fourchette de prix que le client nous a demandé. Mhm. Donc, ce qui fait en sorte qu'il n'y a plus d'objections de gens qui disent « Ah, c'est trop cher ». Et on est en train de proposer un longueur de durée de cure que le client nous a demandé. Donc, il n'y a pas de peur d'engagement parce qu'on est en train de lui proposer exactement ce qu'il nous a demandé. Donc, Et si une personne te dit, moi, je ne sais pas du tout ce que ça peut représenter un personal trainer, un coaching par mois. ouais, ouais. Ah, ouais, il y a des étapes qu'on puisse arriver tout de même sur un chiffre. Mhm. Donc, on va les inviter à réfléchir sur une fourchette. Et puis, après, s'il n'a pas de fourchette, on va les suggérer un chiffre et on a des adaptations. Et si c'est trop par rapport à ce qu'il a demandé, on a des moyennes pour indiquer gentiment que moi, je ne peux pas travailler pour zéro et si lui, il ne peut pas travailler pour ça. Et on se trouve un accord qui sera faisable pour lui. Donc, Excellent. on a des structures. Donc, c'est là où, si tu veux, quand le coach sportif il a une petite épine dans le pied qui s'appelle j'ai peur de parler d'argent, c'est-à-dire de scripter dans toutes les éventualités que tu viens de dire là, de scripter les questions de qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là, Mhm. déjà ça me détend en tant que coach. Parce que même si j'ai peur de parler d'argent, je sais que si le client il va dire ça, je vais dire ça. Je sais que s'il dit ça, je vais dire 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 ça, et on finit avec un chiffre. Mhm. Donc, je sais où ça Ça va. prouve bien que rien ne s'improvise, quoi. Grave, C'est grave. comme Donc, dans une pièce de théâtre où tu as l'impression que les mecs, ils jouent comme ça au feeling, mais en fait, non, il n'y a pas de feeling. ouais, ils font les mêmes pièces de théâtre tous les jours depuis 3 mois. Ils font 2 fois le samedi. Euh, Mm. Il n'y ouais, a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de non, secret. oui, y a des mecs aujourd'hui qui jouent dans des théâtres à guichet fermé, que c'est rempli à rabord sur un script qui a été écrit par William Shakespeare il y a 200 ans. Et c'est toujours le même script. Hein. C'est sûr. Merci en tout cas de ces partages. Et du coup, si aujourd'hui j'étais un patron de club qui n'avait pas du tout de personal training en place, qu'est-ce que tu me dirais pour justement me faire changer d'avis et pour mettre du coup un service de PT dans mon club? Oh, pour les changer d'avis. Ouais. Disons qu'il n'y a pas de réponse toute faite dans la mesure où c'est qu'est-ce qui est important pour le manager de club, qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place, parce que différents managers de club dans leur situation, ça peut les brancher différemment. Donc, Ok. si un manager de club qui veut avoir plus de connexion humaine auprès de ses clients, personal training, c'est un bon moyen d'avoir ça parce que imaginons que tu as 10 personal trainers qui sont en place, qui déjà ils connectent humainement avec les rendez-vous qu'ils prennent régulièrement avec des clients, mais en plus que ça, tous les tiers adhérents qui ne prennent même pas de personal training, le personal trainer, il va aller les rencontrer, il faut qu'il soit agréable avec tout le monde. Juste avant et juste après ses cours particuliers, il va faire le tour du club et dire bonjour et serrer la main à tout le monde. Parce que s'il est agréable et il brise la glace avec tout le monde, on sait qu'il y a des clients qui ont envie de personal training, mais n'osent pas approcher l'instructeur. Donc, c'est bon pour le coach à générer du relation et de l'humain avec les clients parce qu'il ne sait pas lequel d'entre eux va vouloir du personal training par la suite. Et ça permet de créer une fidélité accrue pour tous les clients qui ne prennent même pas de personal training. Donc, ça, c'est juste un exemple de discussion. Si l'objectif du manager de club, c'est de développer plus d'humain et de plus de fidélité client dans son club, il se peut que ce soit autre chose. S'il a envie de développer plus de revenus annexes, on peut en parler, on peut chiffrer qu'est-ce que ça lui gagne, le personal training. Alors moi, je vois que du positif à mettre du personal training dans un club, mais en tout cas, il y a beaucoup de bénéfices. Après, souvent, on me dit, les patrons de club me disent, ouais, mais ça me paraît hyper compliqué. Faut gérer l'humain, faut mettre ceci, ça va me prendre trop de temps. Qu'est-ce que tu peux leur répondre à ça, à cette objection-là? Il y a deux choses. Premièrement, on peut les accompagner dans la mise en place. Donc, ça m'arrive de faire des réunions, même à distance, avec des équipes.
Donc ça, on peut l'accompagner dans le pilotage des ventes pour faire de l'humain avec les coachs et écouter les coachs quand quelque chose ne va pas et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution d'interaction entre le club et le coach. Donc, deuxième, il peut externaliser ce service d'accompagnement des coachs tel que le font Basic Fit. Ils font ça avec des head trainers qui sont indépendants. Donc, le head trainer, il laisse par exemple 1000 balles au club et c'est lui qui facture les loyers pour avoir l'exclusivité du personal training dans le club. Donc, la gestion humaine avec les personal trainers, c'est le head trainer indépendant qui le fait. Donc, si le manager, il veut vraiment, vraiment pas s'en occuper, il peut dire à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Tu vois, donc sous-entendu que c'est quelqu'un d'autre, il faut qu'il gagne quelque chose. Quels sont les différents business models aujourd'hui que tu vois sur la partie club et Ok. PT? Là, tu as parlé effectivement j'en ai interviewé plusieurs head trainers qui bossent à Basic Fit et tout. Donc, il y a ce modèle-là. Il y a le modèle. Est-ce que tu as vu d'autres modèles aussi qui fonctionnent bien? Il n'y a pas 36 modèles, il y en a 3. Il y a ce modèle qu'on vient de parler, qui est le modèle de head trainer chez Basic Fit, là où il y a un head trainer indépendant qui paye le club un master loyer et qui fait une sous-location individuellement à chaque personal trainer. Il y a le modèle tout salarié, là où c'est le club qui encaisse l'argent des séances de personal training et qui paye des salaires à ses clients, donc c'est du management avec des salariés. Et il y a aussi bien les coachs modèles avec des coachs indépendants, là où c'est le manager de club lui-même ou un manager salarié qui fait le management et que donc c'est le club qui facture directement les loyers auprès des coachs. Est-ce que tu as vu là récemment, alors, rien à voir avec le personal training, mais Deliveroo qui a été attaqué par rapport à ses coursiers, qui a été reclassé en salarié et tout. Je sais qu'il y a le modèle, beaucoup de coachs du coup sont auto-entrepreneurs et tout. Est-ce que tu as est-ce que tu as vu des choses passer par rapport à ça? Disons que j'ai fait une enquête auprès des URSAF précisément sur ce sujet il y a quelques années, là où j'ai rencontré à Toulon, spécifiquement pour le fitness, c'est la requalification des travailleurs indépendants. Donc, je les ai détaillés, si tu veux, tous les tenants aboutissants de qu'est-ce qui se passe dans un club de fitness avec un travailleur indépendant. Et donc, je lui ai dit, bah, voilà, il se passe ça dans le club. Et au fur et à mesure de la discussion, auquel on a mené ça, je tiens à préciser, j'avais les URSAF, la jeunesse et des sports et la direction du travail dans le même bureau. Parce qu'ils travaillent ensemble pour, entre guillemets, mieux toper les entreprises et mieux les mettre à l'amende pour coordonner leurs informations entre eux. Donc, j'ai vraiment trouvé le plus dur des inspecteurs, si tu veux. Donc, je les ai posé un tas de questions sur les faits de ce qui se passe et ça a sorti une conclusion de 23 règles qu'il faut respecter pour ne pas avoir de problème de requalification de travailleurs indépendants dans les clubs de fitness. Donc, Ok. les cas de figure là où ça s'est trouvé dans les clubs de fitness, là où on a une requalification de salaire déguisé, comme ça s'est passé pour Deliveroo, dans les C'est plus rares les cours cas, collectifs, non? C'est pas plus pour les cours. c'est plus pour les cours collectifs. C'est vraiment majoritairement pour ça, parce que une des choses qui s'est sortie de cette réunion, une des 23 règles qu'on avait sorties, c'était dans un cours collectif, la chose est la suivante. Le club, il a encaissé l'argent du client. C'est le club qui a fait la publicité pour générer le trafic. C'est le club qui a dit à quelle heure se trouvait le cours et quel Alors était le fixe. contenu du cours. Parce que c'est le club qui a fait un planning, qui a dit le lundi soir à 18h, il y a un cours de body pump. Et c'est le body pump numéro 98. Donc ça, c'est le contenu, le couleur, le chorégraphie, la tenue du coach. Tout ça, c'était dicté par le club. Donc, obligatoirement là-dedans, il dit quelle heure, quel prix, le club qui encaisse et quel est le contenu. Ça, c'est obligatoirement un lien de subordination. Mm. Donc ça veut dire que pour les cours collectifs, puisqu'on a un planning et une vente d'abonnement, on a obligatoirement un lien de subordination. Donc ça, c'est facilement requalifiable. Si après, on a un coach particulier qui a son propre charte graphique, qui est différent du club, c'est le coach qui s'assoit avec les clients, qui fait sa vente, qui décide quel prix il va vendre. C'est le coach qui décide à quelle heure il fait la séance.
c'est le coach qui décide quels sont les exercices que je fais dans la séance. Là, il n'y a pas de lien de subordination, là, c'est le coach qui décide de tout. Mhm. Donc là, c'était relativement clair et simple pour les. Alors après, il y a eu le fameux cas de Michel Parada, j'en ai eu à discuter avec lui sur le cas de figure à Health City, là où c'était le club qui encaissait l'argent des coachs. Et Mhm. encore, qui avait un processus qui était celui de faire les fameuses triple pack qu'il faisait à l'époque. C'était le club c'était un process qui est venu d'ailleurs, c'était pas la faute de Michel Parada, mais c'était imposé par sa direction. C'était le club qui encaissait l'argent des 3 premières séances et le coach il délivrait gratuitement les séances, indépendant. Mhm. Donc le club, c'est quelque part entre du travail clandestin et de l'esclavage. Ouais. Donc voilà, bien sûr, donc pour ce genre de process qui était imposé de l'extérieur d'autres pays que c'est plus acceptable, en France, c'est pas acceptable. Donc Michel Parada, il s'est trouvé entre les deux, il s'est trouvé mis en difficulté avec les forces de l'ordre qui sont venues dans le club. Donc bon, je tiens à remercier Michel pour l'échange qu'il m'avait fait sur ce sujet. Qui n'était pour rien dans l'histoire, lui personnellement. Hein, c'était un process qu'on lui a envoyé. Quoi. Donc, voilà, donc il faut respecter les règles. S'il y a des managers de clubs qui veulent avoir le PDF de ce rapport avec les 23 règles, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les requalifications des coachs indépendants avec des URSAF, ils ont juste à m'envoyer un petit mot sur david.hurstpt@yahoo.com ou ils peuvent me trouver en ligne. Je mettrai les liens de toute façon dans la description du podcast. Voilà, Et, donc est-ce que pour toi, avec ce qu'on a vécu avec la Covid, les confinements, est-ce que c'est positif, négatif par rapport au marché du personal training? pendant 2 ans, il y a eu toutes les problématiques que tout le monde a su parce que les clubs de fitness étaient fermés. À terme, si on arrive à un moment donné auquel les gouvernements laissent faire les clubs de fitness sans mettre des restrictions, sans empêcher les clubs, des coachs ou des clients non vaccinés d'accéder au club, parce que les coachs sportifs, c'est une bonne cible des gens qui ne veulent pas se vacciner. Si on nous laisse travailler correctement, c'est une très bonne chose parce qu'il y a eu une grosse réflexion de ces dernières 2 années de trouver du temps pour soi, d'amélioration de soi. Il y a eu une grosse réflexion sur le stress et les kilos qui sont prises faute d'être enfermé chez soi et d'être moins actif, ne serait-ce que les gens qui font du télétravail n'ont pas le fait de se lever et de faire le promenade jusqu'à la gare pour aller au travail et le promenade revenons. Donc, on a même enlevé la petite promenade pour aller au travail. Mhm. Voilà, en plus d'avoir fermé des clubs de sport. Donc, en plus d'avoir enlevé l'interaction sociale entre les gens, en plus d'avoir masqué les gens et les faire respirer leur dioxyde de carbone. Voilà, il y a beaucoup de cumul de sources de stress qui sont pesées sur les gens, qu'il y a vraiment un gros besoin de se défaire de ça. Et on se tourne vers la santé. On a pas mal d'enquêtes et de data de personnes qui reviennent au club de fitness, se soucient de leur santé. Et s'il y a des coachs qui se positionnent en coach d'hygiène de vie et coach de santé, aujourd'hui, il y a un très gros marché à faire. Il y a des gros axes de croissance qui sont en cours de se bâtir. Donc, C'est quoi ta vision de notre métier là dans les mois et les années à venir? C'est quoi ta vision, toi, du coaching et du futur du coaching, du personal training? Oh, il faut qu'il y ait du contrôle de qualité produit à tout niveau parce qu'il y a une divergence entre les coachs qui travaillent leurs prestations, que ce soit en vente ou que ce soit en qualité d'interaction avec le client pour bâtir une expérience client. Donc, grosso modo, je suis en train de dire que le métier se professionnalise. Si les coachs
mettent en question leur manière de coacher les gens. On peut changer de méthode d'entraînement, on s'en fout de ça. Pendant 2 secondes, c'est les manières de communiquer avec les gens pendant les exercices. Hein. Je m'en fous si c'est avec une barre, une kettlebell ou un vélo. Il y a des processus de communiquer avec des gens qui bâtissent l'expérience client. Et ceux qui bâtissent une grande expérience client vont avoir des clients qui chantent leurs éloges, qui permettent de donner un grand fond d'axes de parrainage, qui permettent de générer des nouveaux clients qui sont davantage plus qualifiés, qui sont prêts à payer plus cher que le client lambda. Donc, il y a une divergence entre ce type de coach et le coach qui compte les répétitions. Mhm. Le coach qui compte des répétitions, l'expérience client n'y est pas parce que les clients, déjà, primo, les clients savent déjà compter, hein, grande scoop. Hein. Deuxièmement, quand tu dis à un muscle 10, est-ce que le muscle il réagit? Non, parce que les muscles ne réagissent pas aux chiffres, les muscles réagissent aux intensités de travail. Donc ça demande une séquence de coaching et une manière d'aborder comment est-ce qu'on communique avec des gens pour y arriver à les motiver. Donc voilà, si on a une coaching qui est absente d'expérience client, bien sûr, les clients seront moins fidèles, ils vont apporter moins de parrainage. Seront moins à même de continuer à payer le prix fort. Mhm. Ok. Donc, voilà. Donc, et ça c'est le cas dans tous les métiers. Hein. On a les métiers qui émergent et dans un premier temps, on arrive à facturer parce qu'il y a de la demande et parce qu'on a du monde. Et quand il y a plus d'offres, quand il y a plus grand nombre de personal trainers, il y aura de ce fait de la comparaison entre les personal trainers. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui était déjà présent sur le club parisien que je vais travailler, dans la mesure où il y avait beaucoup de clientèle anglo-saxon, américain qui étaient venus dans le club. Donc j'avais des coachs qui, à mon humble avis, il n'y avait pas une grosse expérience client. Il y avait juste un comptage de répétition. Et j'avais des clients américains qui venaient me voir et qui me disent, David, alors, j'ai juste une question pour toi. Le coach qui est là-bas, qui compte les répétitions, pourquoi est-ce que les gens ils font du coaching avec lui? Moi j'ai vu des coachs à New York, ça ne ressemble pas à ça. Hein. Mhm. Tu vois, donc déjà, il y avait des premières sonnettes d'alarme de ça quand je travaillais dans un club parisien avec une clientèle américaine qui, eux, avaient déjà vu le coaching à New York Rackets Club ou New York Sports Club, là où ils avaient déjà une marché mûr avec des dizaines et des dizaines de personal trainers dans le club. Donc, la comparaison entre les uns et les autres, la compétition, ça nourrissait une quête d'amélioration de qualité de coaching. Est-ce que tu as des modèles de clubs, toi, que tu aimes bien en Europe ou dans le monde, des modèles de clubs qui ont des services de personal training performants, ou que tu as vu, tu t'es dit, tiens, putain, ça, c'est vraiment bien, ou est-ce que tu as des… Déjà, l'expérience à Les Mills World of Fitness, auquel j'ai eu l'expérience de rentrer dans leur module et comment expliquer tout le code pédagogique du module de ce qu'ils appellent Session Delivery. Donc, on m'a coaché à travers tout ce process lorsque j'étais là-bas. Ça en particulier. Je regarde un peu ce que fait Bedros Keuilian aux États-Unis. Je regardais un peu ce que fait Nick Jarvis. Il est toujours dans le… Parce que je ne le vois plus trop, du coup. À l'époque, il était très Ouais. présent. Maintenant, je le vois… Enfin, ça fait Ouais, longtemps. il s'est diversifié depuis le temps. Ok. Il commençait à faire des coachings. Pour la petite histoire, il faisait un newsletter pour les personal trainers. Ouais, bah Là ça, où, j'étais inscrit, mais ça date, ouais, ça date. ouais. Alors, sur ces newsletters, il s'est fait une mine d'or sur ce sous-traitement de newsletter pour les coachs, pour que les coachs puissent rester connectés avec leurs clients. Après, il a développé sa franchise Fit Body Bootcamp, qui était moins de personal training, mais plus un circuit de training fonctionnel dans une salle de gym avec différents matériels. Et ils se divertissent davantage maintenant
c'est plus de développement personnel pour des hommes qui se trouvent face à des barrières dans la vie. Donc, il fait beaucoup de camps d'entraînement militaire, Ok. là où tu passes un mois avec des Marines à Ok. passer l'équivalent des tests d'entrée pour les Navy SEAL. Tu Ok. vois, Ok. Ok. il y a une grosse pourcentage de mecs qui abandonnent pendant le stage, Ok. mais qui payent les yeux de la tête pour le prix du stage. Et il y a Ok. des mecs qui abandonnent parce que c'est trop dur. Mais le concept, c'est man up. C'est level up pour des hommes pour devenir un vrai homme. Parce que Mhm. si tu flanches, tu es en train de faire une épreuve difficile à 0 degré, en train de faire des sit-ups dans les vagues qui arrivent sur ta figure et t'en as marre, t'en as assez. Bah, quand tu rentres à la maison et t'en as marre de travailler pour produire pour ta famille ou t'en as marre de ta femme qui t'engueule parce que t'as pas rangé la brosse à dents et t'en as marre de tes enfants parce qu'ils ont encore fait pipi au lit, bah, tu ne vas pas être à la hauteur. Donc, voilà, il est plus dans ce développement-là, tu vois. Donc, Ok. aujourd'hui, donc il s'est beaucoup diversifié de développement personnel. Aujourd'hui, tu suis d'autres, les personal trainers qui sont entre guillemets mondiaux, qui sont à la mode, on va dire. J'ai beaucoup de mal à me défaire de l'Instagamification et de ce qui est de vrai. Euh, Ouais. voilà, on ne sait pas ce qui est de vrai et ce qui est pas vrai sur Instagram aujourd'hui. Et je suis beaucoup plus attiré par le coach qui arrive à vendre ses séances avec Mamie Ginette, qui est caissière à Carrefour, qui vend un prix décent auprès d'une personne qui a des moyens modestes Mhm. que les coachs des stars qui fait 2 séances de coaching avec un star du cinéma et qui passe l'autre moitié de son temps à nourrir son compte Instagram et de montrer ses tablettes de chocolat et qu'est-ce qu'il a mangé ce midi. Mhm. Ok. Et toi, tu continues à faire du personal training ou tu fais essentiellement de formation ou... J'en fais plus depuis longtemps. Je suis trop occupé à temps plein à coacher les coachs sportifs et les managers. Ok. C'est mon occupation à temps plein. Donc, je n'ai plus le temps pour faire du coaching aujourd'hui. Ce qui me chagrine un peu de ne pas avoir le temps de faire ça, mais la priorité, les priorités pour moi, c'est d'avoir le nombre de coachs, le nombre de managers aujourd'hui, bon nombre de head trainers. Le plupart des head trainers chez Basic Fit ont passé en formation entre mes mains. Euh, euh, voilà, aujourd'hui, il y a un effectif d'avoir passé dans les alentours de 3000 personal trainers et managers qui ont passé entre mes mains en formation à un moment ou un autre. Donc, si tu veux, l'essentiel, c'est de nourrir leur productivité à eux et non Mhm. pas si demain je voulais trouver une vingtaine de clients en personal training, ça se pourrait, mais c'est pas le plus important. Je voudrais Mhm. que ces 3000 autres personnes trouvent euh, Eux, 20 20 clients, clients par semaine. 20 clients en personal training pour 3000 managers et coachs. Donc, le développement de leur business, c'est plus important dans le grand schéma de ce qui me fait du bien. C'est de savoir que tous ces clients-là, ils ont moins de cholestérol, moins de tension artérielle, moins de mal au dos et vivent mieux et il y a moins de violence dans leur maison et que ça améliore quelque chose. Et comment tu fais pour continuer à progresser, toi? Um, il y a la mise en question, mise en question permanente. Tu veux un scoop? Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. J'ai jamais dit ça publiquement, ok? Hein. J'ai lutté avec des barrières de communication avec des gens. Quand j'ai une personne devant moi, c'est très facile. Cette discussion actuellement est très facile. Quand je suis dans un groupe en train de délivrer une formation, c'est très facile. Je sais ce que j'ai à faire dans la formation et les structures. Quand il y a une question qui se lève, je suis avec une personne. Quand je suis dans un bar ou à famille, à table, il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps.
jauger des interactions et quand est-ce que je peux parler, quand est-ce que je ne peux pas parler, c'est très compliqué. Et je passe beaucoup d'analyses sur moi-même ces derniers temps pour savoir ce qu'il en est. Et après une analyse très poussée avec une spécialiste, je découvre au bout de 48 ans que je suis autiste. Ok. Mhm. Voilà, donc si tu veux, la réflexion, ce qui me fait progresser le plus aujourd'hui, c'est la réflexion sur les schémas de psychologie, psychologique de comment est-ce qu'on arrive à un tel type de pensée, de façon d'être, des choses qui peuvent bâtir une confiance en soi ou un manque de confiance, de qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à vouloir suivre un projet avec quelqu'un ou pas, que ce soit suivre une formation ou suivre un coach avec un client, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un d'être le meilleur de lui-même. Qu'est-ce qui peut, parce que ce qui me fait le plus progresser aujourd'hui, c'est la réflexion entre les pôles qui s'opposent, entre la responsabilisation de ses actes et son impact dans le monde, et ce qu'on appelle le nihilisme, c'est que tout ce que je fais, ça ne sert à rien. Mhm. Donc, si tu veux, ce qui me fait progresser le plus aujourd'hui, c'est de réflexion sur ces schémas-là. La lecture de Jordan B. Peterson, 12 règles pour une vie, ça en est une grande axe de progrès et je recommande à tous les coachs de lire ça. Ouais, je voulais te poser du coup la question, quels sont les livres qui t'ont le plus impacté? Donc, Jordan Ouais. Peterson, ouais. Jordan Peterson, j'ai passé beaucoup. Alors, j'ai l'avantage de ma langue maternelle, c'est l'anglais, donc je peux écouter ses podcasts et c'est dans ma première langue. Donc, j'ai peut-être passé beaucoup de temps à écouter ses podcasts. Et ça, et pour l'histoire, c'est un très grand psychologue canadien. Si tu veux, aujourd'hui, ses œuvres sont super importantes pour s'approprier la responsabilité de son résultat. Mhm. On est aujourd'hui, on est en train de basculer dans un pointage de doigt de c'est la faute des autres. Tout ce qui m'arrive, c'est la faute des autres. Je suis une victime. À cause de mon âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, race, religion, on est toujours en train de blâmer les autres pour être des oppresseurs. Et c'est très problématique parce qu'on n'a plus le contrôle de son propre résultat. Donc, si tu veux, il y a une citation d'un rappeur, accessoirement, il est noir, qui s'appelle Zubi. Je ne sais pas si tu connais Zubi, mais lui disait, si je voulais garder un peuple en bas, que ce soit des hommes, des femmes, des transsexuels, des différentes races ou religions, si je voulais garder un peuple en bas et les garder pauvres, j'essaierais de les convaincre qu'ils étaient des victimes d'oppression. Mm. Parce que quand tu t'estimes être victime d'oppression, tu dis bah, je ne peux rien, ça ne sert à rien ce que je fais, et tu restes en bas. Mhm. Si tu dis à quelqu'un, tu es responsable de ton résultat, tu peux y arriver si tu mets la main à la pâte, ça nourrit de l'espoir. Je peux être acteur dans ma réussite. Tu vois, donc ça on découle de là. Pour recentrer sur ta question sur des lectures et des livres, les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Covey, Mm. ça c'en est un très grand aussi parce qu'on s'en aperçoit que à travers ces 7 habitudes, on peut influencer la réussite de ce qu'on a. Alors, c'est sûr et certain, admettons, il y a des facteurs externes. Des fois, vous travaillez dur et vous êtes assommé par un problème. Oui, ça arrive. Des fois, il y a des choses qui vous échappent. Néanmoins, il y a bon nombre de personnes qui sont assommées par des choses qui sont beaucoup plus fortes que les choses que vous assomment, notamment Viktor Frankl dans les camps de concentration ou Alexander Solzhenitsyn dans les goulags, qui tous les deux se sont sortis bien mieux pour être appropriés de la responsabilité de leurs résultats, même s'il y avait des gros méchants, Hitler et Staline, qui les causaient 2-3 problèmes indirectement. Ils s'en est sorti beaucoup mieux en s'appropriant la responsabilité pour aider ceux qui les entouraient.
Donc, cette responsabilité, je suis responsable pour moi, je suis responsable pour ma famille, je suis responsable pour ma communauté. C'est une importance critique que les personal trainers développent leur business. C'est une importance critique parce que l'impact d'un personal trainer qui réussit à aider une vingtaine de personnes à être en bonne forme et bonne santé, ça c'est une vingtaine de personnes qui ne sont plus un poids pour la société. Et s'il y avait un de ces personnes-là qui chope un cancer ou un pontage coronarien, le coût pour la santé en argent, le coût pour une opération de pontage coronarien, c'est massif. Le suivi médical, c'est massif. Et ça pèse sur toute la société, ça pèse sur les impôts de tout le monde. Tu vois, et ça pèse sur la famille de cette personne qui a eu une crise cardiaque. Ça pèse sur toute sa famille. Il n'a plus les moyens de gagner sa vie et d'élever pour cette personne, d'élever ses enfants. Donc, il y a un effet de vague qui prenne sur toute une communauté. Donc, si vous arrivez à faire ça, il y a ce qu'on appelle un effet de papillon. Vous faites des bons actes, vous réussissez à faire des ventes, vous n'arrivez pas qu'à gagner de l'argent pour vous. Vous arrivez à faire un effet papillon qui se répand à travers le monde. J'y crois vraiment fortement Ouais, il y là-dessus. a un bouquin qui est difficile à lire, Antifragile, de comment il s'appelle, Nassim Taleb aussi, qui est intéressant sur ce phénomène-là. Ouais, Et, c'est quoi ton échec préféré, David? wow, échec préféré. Oh, il y en a quelques-unes, donc c'est une excellente question. J'ai du mal à reprendre. Peut-être que je reviendrai dessus. Yes. Non, mais là, je pense que ça fait pas mal. Je viens de voir, on discute, on discute. J'espère que tu n'avais pas de rendez-vous. Quel dernier message tu pourrais donner à tous les personal trainers, les patrons de club qui écouteront ce podcast? Quel message que je peux leur donner? Ouais. Il y a des facteurs de croissance qui se répandent dans toutes les chaînes de clubs de fitness, dont les analyses et les data démontrent une croissance de personal training à travers toutes les démographiques de catégories de personnes, H6, catégories socio-professionnelles, etc. Donc, il n'est pas possible de dire dans ma ville ou avec ma clientèle, c'est différent, ça ne marche pas. Ce n'est pas la faute de votre ville, ce n'est pas la faute du pays, ce n'est pas la faute des gens, ce n'est pas la faute du gouvernement. Si vous faites une belle opération de personal training ou pas, si vous arrivez à suivre vos clients ou pas, si vous arrivez à mettre en place des processus et des ventes annexes ou pas, c'est sur vous. Oui, c'est ce que Donc, tu as dit tout à l'heure, hein. Ne ouais, soyez pas victime, soyez acteur plutôt de votre réussite, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc, Excellent. voilà. Donc, mon échec préféré. Tu me taquines avec ces questions. Je voulais tellement être, ce qui me revient à l'esprit, je ne sais pas pourquoi. Je voulais tellement être champion olympique de judo quand j'étais jeune. Ok. Je suis jamais arrivé. J'ai C'est été. quoi qui t'a manqué, selon toi? Ah, il faut que je sois honnête, c'est-à-dire que j'étais pas assez bon. C'était en quelle année, du coup? Tu avais quel âge? Moi, je ciblais peut-être, à l'époque, je ciblais les Jeux de 2000 ou 2004. Ok. Euh, mais si tu veux, je pourrais blâmer le fait que quand j'ai commencé en équipe britannique de judo, très rapidement, je me suis cassé la jambe derrière et que ça m'a freiné mes débuts en équipe. Je pourrais blâmer le fait que je revenais, je commençais à gagner des tournois pour des rankings et j'avais une sélection en équipe nationale auquel j'ai reçu le lettre de sélection 4 jours après le tournoi. Merci à la sélectionnaire de l'époque, c'était super bien organisé parce que moi je me suis trouvé euh, moi, je me suis trouvé blacklisté, j'étais plus sélectionné après, pendant longtemps.
Après, j'avais une sélection parce que j'avais gagné les championnats Grande-Bretagne des universités. Et cette année-là, j'étais sélectionné pour faire les championnats du monde universitaire. Les championnats du monde avaient lieu d'être en Yougoslavie. Il s'est éclaté la guerre en Yougoslavie. Il n'y a pas eu le championnat. Donc, j'ai pas eu le voyage, ni la Ok. sélection, ni la possibilité de m'exprimer. Euh, Et toute cette période-là, ça t'a servi, et, ça te sert en quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as retenu de toute cette période? il faut se lever, hein, parce que c'est pas comment tu tombes, hein, c'est comment tu te relèves. C'est quand par la suite de ces événements-là, je suis venu, tout ça c'est arrivé avant de venir en France. Depuis que je suis venu en France, j'ai fait 3 podiums à Stade Coubertin au championnat national en France. Euh, j'ai j'ai pu échanger avec bon nombre de judokas et de faire des belles expériences là-dessus. J'ai des enfants qui progressent en judo, que je suis Tu capable de... continues aujourd'hui à faire du judo? Ouais, ouais, j'en ai deux sur trois qui continuent à encore faire aujourd'hui. Et toi, tu en fais plus? J'en fais un petit peu. Alors, quelques soucis de santé liés au problème de gestion de stress et de cet autisme que je n'ai découvert qu'il y a 2 semaines, hein. Ouais, ok. C'est tout nouveau. Je découvre des sources de stress qui ont été accentuées et empilées par-dessus des sources de stress causées par des confinements et des changements de situation qu'on a vécu ces derniers 2 ans, qui se sont empilés les uns sur les autres. Donc, gérer des stress, avoir des difficultés de gestion, même de colère et de difficultés de gestion de soi. Euh, euh, tu peux me répéter les questions? Excuse-moi, j'ai bifurqué. Non, non, on partait. Ouais, Non, ouais, c'était sur la question de qu'est-ce que cette expérience avec le judo ouais, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en retiens? Parce que quand je ouais, disais échec, échec, c'est pas forcément un échec, c'est un challenge, ton challenge préféré. Je pense que ouais. ce qu'on vit au quotidien dans la vie, ça nous sert à un moment donné. En tout cas, l'idée, c'est que ça nous serve. Et est-ce que toi, cette expérience-là, de ne pas avoir fait les Jeux Olympiques ou autre, aujourd'hui, c'est peut-être un point fort pour toi dans ce que tu as pu mettre en place au niveau privé, professionnel ou autre, quoi. Tu sais, je suis en train de changer ma réponse parce que j'étais en train de me chercher. Parce que j'ai une problématique de pensée en arborescence, si tu veux. Parce que avec le problème d'autisme, on a rajouté 2, 3 autres choses. C'est que tu vas parler d'un sujet et je fais sur un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième sujet et tu es toujours en train d'attendre ma réponse du premier sujet, si tu veux. Donc, c'est les. Les problèmes causés par ça sont de loin plus grands challenges qui me font apprendre plus de choses. Euh, cette nécessité de coacher moi-même m'oblige à être un meilleur coach pour coacher les autres, si tu veux. Mhm. Donc, si corrige-moi si je me réponds pas à tes questions. Euh, ça me renforce et ça me donne des armes pour aider d'autres personnes. Donc, Excellent. Mhm. quelque part, ça devait se passer. Parfait. Bah, Ouais, merci en tout cas pour ce ouais. partage. C'était vachement très intéressant. Très intéressant. J'espère que tous ceux qui ont écouté ce podcast ont récupéré les pépites, ont noté des choses. Et dernière petite question très dure, d'accord? C'est une question, je me souviens à l'époque quand on faisait les formations ensemble, on se taquinait dessus. Qui va gagner la prochaine Coupe du Monde De rugby ou de football? de rugby? Voyons. C'est le plus important. C'est intéressant. Les Français sont très bons en ce moment. Euh, on, on a, je pense qu'ils viennent de l'hémisphère nord. Ah, on verra, on verra, on verra. Ouais, Les Sudaf et les All Blacks, ils sont toujours forts, mais ça se passe ici. Ça se passe en France. Les Français sont très bons en ce moment. Les Irlandais sont très bons en ce moment. Les Anglais sont très bons, mais avec la vous avez une quantité. pépite, hein, vous avez un 10.
Ouais, c'est ça. Si tu veux, Marcus Smith, il est très bon. Il a un potentiel de malade, mais il a peut-être une année de retard dans son développement comparé à Romain Ntamak. Romain Ntamak a été balancé dans l'équipe très jeune et il a quelques temps de développement et il a commencé à montrer pleinement ses fruits. On voit l'échappée qu'il a fait de son en-but face au bloc, c'est magique. Donc, au niveau de la qualité du personnel qu'on a en Angleterre, on a ce qu'il faut. On a une légère problématique de turnover du staff de Eddie Jones. Le sélectionneur australien, qui a une tendance à être un maître de tâche tellement exigeant qu'il grille les assistants. C'est-à-dire, tous les 6 mois, il change l'attaque de la défense, l'attaque, le coach de la défense, le coach des arrières, le coach des avants. Ça change tous les 6 mois depuis un moment. Je pense que s'il peut stabiliser ça, et que les jeunes qu'il a mis en place, on a mis un très bon numéro 15 ces derniers temps qui a tous les balles dans les airs, il les chope. Voilà, on a du très bon personnel et du très bon potentiel. On n'arrive pas à se poser sur qu'est-ce que c'est le game plan. Et quand on a eu une problématique d'un joueur un peu unique qui s'appelle Manu Tuilagi, qui était beaucoup blessé. Et le problème, c'est que quand on ne le sélectionne pas, avec qui est-ce qu'on le remplace? Et ça change le schéma de jeu quand il ne joue pas. Donc, il faut qu'on trouve un schéma de jeu qui ne soit pas dépendant sur la sélection ou pas d'un joueur. Donc, s'il est là ou s'il n'est pas là, il ne faut pas que le schéma de jeu change en fonction de ça, parce que le mec, il est blessé juste avant le match. C'est ce qui s'est passé dans le dernier tournoi destination. Et le schéma de jeu, il a changé 2 jours avant le premier match avec les Écossais. Voilà. Donc, bon, c'était une petite discrétion du podcast, mais voilà, je savais que tu viens parler de ça. Ouais. Mais les Français sont très bons en ce moment. Les Irlandais sont pas loin. Ouais, ça sera une belle Coupe du Monde, je pense. Ouais, et ce serait chez vous. Mais je pense que comme la dernière fois que c'était chez vous, je pense que ça nous ferait un plaisir de vous gâcher la fête en demi-finale. Je dois aller voir je dois aller voir les All Blacks, moi, contre la France, donc c'est cool. Raconte une histoire. Tu vois l'équipe d'Acrosport? Oui. J'étais en formation chez Acrosport. Je les salue, Flavien et compagnie de là-bas. J'étais en formation chez eux lorsqu'il y avait la demi-finale en Angleterre dans la Coupe du Monde en 2007. Et le premier jour de la formation, ensuite le soir même, il y avait le match et le deuxième journée de la formation. Donc, le premier jour de la formation, ils sont tous venus en formation avec les tricolores peints sur les visages, avec les maillots français, les drapeaux, dire ouais, on va vous mettre la pâtée ce soir, les Anglais, tout ça. Et ok, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et on regarde le match ensemble, les Anglais gagnent. Dans l'hôtel, je bricole une image de Chabal à 4 pattes avec Wilkinson dans son pose dans le but que j'ai sous-imposé derrière lui, comme s'il était en train de s'enfiler Chabal par derrière. J'ai marqué tous derrière les Bleus. Et quand ils sont venus le lendemain de formation, ils ont cette image sur la projection. Ouais, c'est de bonne guerre, hein, comme on dit, c'est de bonne guerre. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver, David, si on veut te contacter pour les formations ou autres? Mon numéro de téléphone, 06 69 29 61 38. On peut m'appeler, poser des questions. On peut me trouver mon site internet, david.alors. Tu me donneras le lien, puis je le mettrai dans le… davidhurst.podia.com. Donc, le site Podia, qui est une plateforme de formation e-learning. Donc, les gens, ils peuvent consommer mes formations, soit en présentiel, je peux venir dans leur club, soit ils peuvent commander les formations à l'unité expérience client, vente au business marketing, implantation pour les managers.
elles peuvent suivre ça avec des ressources. Ils peuvent même, il y a plein de choses gratuites sur mon site. Il y a des rapports sur les stats sur le marché, des articles pour les personal trainers, pour les managers de club. Donc, ils peuvent trouver plein d'outils gratuits, des podcasts là-dessus. Ok, super. Merci en tout cas de ton partage. Au plaisir. Et puis, merci de mettre un petit 5 étoiles et un petit commentaire sur cet épisode. Merci David, plein de belles choses et puis au plaisir de se revoir. À très bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.